Ok, bonsoir. Euh, Bon, déjà, vous êtes là pour venir parler, venir m'entendre parler en tout cas de Kafka et de multi-tenancy, et on va essayer de voir comment est-ce que ça peut se combiner ou pas, parce que c'est pas forcément le truc le plus marrant de l'univers. Bon, déjà, comme d'habitude, obligation contractuelle. euh, Présentation, je m'appelle François Téchenet, je suis software engineer chez Conductor. Donc Conductor, on est une société qui faisons du tooling autour de Kafka. Moi, dans ma vie, je fais beaucoup de programmation fonctionnelle, j'adore tout ce qui est système distribué et étudier plein de papiers de recherche que je n'utiliserai jamais dans ma vraie vie, parce que c'est compliqué à faire admettre aux autres, mais c'est cool. Et sinon, maintenant que j'ai passé mon obligation contractuelle, revenons au vrai sujet, Kafka. Alors Kafka, c'est super. J'imagine que si vous êtes là, c'est que normalement, vous devez au moins avoir regardé Kafka, voire vous devez en utiliser dans votre société, ou alors on vous l'a imposé dans votre société. Ça, c'est un autre problème. Non, Kafka c'est super en vrai, moi j'utilise beaucoup, j'aime ça. Et c'est vrai que des Kafka on en voit beaucoup, hein. C'est un peu devenu cool. On n'est pas au niveau de Kubernetes en termes de trucs imposés, mais c'est quand même quelque chose que vous retrouvez assez régulièrement et qu'on vous dit regardez Kafka c'est cool. Bon, alors Kafka c'est bien, mais c'est vrai que quand on l'utilise, avec un peu d'expérience, on se rend compte qu'il a des petits problèmes. Il y a des petits problèmes un peu à gauche, à droite, et ces problèmes, il y en a, en fait, il y en a beaucoup. On va en voir quelques-uns. Je pense que vous allez vous reconnaître dans pas mal. Déjà, une des premières problématiques d'utilisation, c'est Kafka, c'est bien, c'est un système centralisé sur lequel vous pouvez envoyer de l'événement, c'est un gros log distribué, accessible à tous. Mais vous avez plein de teams du coup qui vont aller l'utiliser, parce que vous voulez éviter d'envoyer un Kafka par équipe, même si ça, c'est un pattern qu'on a déjà vu. Donc vous avez des teams par projet, vous avez des teams des fois par client, par partenaire avec lequel vous allez travailler. Des fois vous avez un Kafka par business unit, donc vous avez des équipes différentes qui vont travailler avec un seul Kafka au milieu, qui ne savent pas comment se coordonner, enfin bref. C'est un peu le bordel. Ça c'est un truc en application pratique, il y a des problèmes là-dessus. La problématique des environnements. Kafka, ok, c'est bien, on a un Kafka, ouais, sauf que maintenant on a un Kafka pour la dev, on en a un pour la pré-prod du coup, on en a un pour les UAT, on en a un pour la prod. On peut en avoir pour un environnement client par feature branche, voilà ce que vous voulez. Autre problème de Kafka, les clients multiples. Parce que si vous ne savez pas, Kafka, en fait, il y a beaucoup de logiques qui sont dans les clients. En fait, Kafka, on dit oui, regardez Kafka, les brokers c'est génial, mais en fait, une grosse partie d'une logique intéressante dans Kafka est portée par les clients. Ce qui fait que les clients ne sont pas anodins. C'est pas un appel, c'est pas un appel HTTP, hein, Kafka, le client quand vous regardez à l'intérieur. Et du coup, il faut que les clients ils soient compatibles avec toutes les features que vous attendez. Donc celui de Java, bien évidemment, est compatible. C'est celui qui est fait par Confluent de base, enfin Confluent, qui a été fait par les gens de Kafka. Celui de C# il marche. Mais bon, quand vous allez en JS, il n'est pas rare que des fois il y avait des petits trucs qui n'étaient pas cohérents, ou alors vous pouvez vous retrouver avec des implémentations comme celle de Rust. Ou celle de Rust, globalement, on a implémenté le proto, mais bon, il n'y a pas encore de vendeur qui a décidé de prendre sur lui de créer un vrai client. Du coup, il est un peu moyen. Vous connaissez aussi ça si vous avez fait du Liberdé Kafka en C. C'est le genre de problème où en fait vous avez le proto, mais il y a des choses que vous attendrez d'un Kafka que vous n'avez pas selon tous les clients. Autre problème, Kafka de base c'est comme beaucoup de DB, il n'y a pas d'UI. Du coup, avoir une UI pour savoir ce qui se passe, c'est la CLI de base. Après, vous devez aller dans des projets comme HQ, vous pouvez aller chez Confluent avec Confluent Cloud, vous pouvez nous appeler nous pour nous donner de l'argent pour utiliser un super UI, voilà, super, génial. Vous avez aussi des problématiques avec votre Kafka qui sont les requirements, c'est bien, déjà on a parlé de, vous avez plein d'équipes dessus, vous avez plein de gens différents pour plein d'environnements différents, mais ils peuvent tous avoir des requirements différents parce que il y en a qui vont avoir des problématiques de perf, il y en a d'autres qui vont avoir des problématiques de rétention, leur but c'est de garder la donnée plus longtemps, mais du coup ça impacte les perfs. Problématique de taille de message, il y a des gens des fois, qui n'a pas connu dans ses premiers cas de Kafka, quelqu'un qui envoie un truc qui fait « Bonjour, je vais envoyer un truc de 100 mégas dedans », et c'est pas fait pour. Genre, fallait utiliser la techno, ça marche pas comme ça. Des problématiques d'encryption aussi, un truc qu'on voit très régulièrement. Vous avez des problématiques, vous envoyez des choses dans Confluent. Bon, il y a un certain, vous devez mettre des choses encryptées dedans. Comment qu'on fait? Faites pas, en fait. Kafka, il vous fournit rien. Problématique de sécurité. Un Kafka, il peut être open bar, mais il peut être aussi avec du hot, il peut être aussi avec du MTLS si vous voulez faire de l'authentification comme ça. Du Kerberos, alors ça, bon, s'il vous plaît, arrêtez. Voilà, on est tous d'accord, tous ceux qui ont fait du Kerberos dans leur vie. S'il vous plaît, arrêtez de nous demander, ça nous emmerde tous, voilà.
Voilà, c'est un message de la part de toutes vos équipes anonymes qui vous répondent à travers moi. Please don't. Problématique de Kafka Provider aussi, parce que Kafka c'est cool, mais Kafka, vous voulez faire comment? Vanilla, vous l'installez vous-même? Vous voulez utiliser MSK par exemple? Peut-être Confluent plutôt? Mais ils ont des trucs à eux, ils avaient des Red Panda qui vous fournit des trucs avec du Wasm dedans, enfin bref, vous avez un nombre de choix débile. Pareil, des versions 1.2, 3. Kafka compatible aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais Red Panda en fait c'est pas compatible avec tout le protocole Kafka. Donc en fait c'est pas des versions de Kafka que vous comparez, c'est la compatibilité avec le protocole que vous fournit Red Panda. Donc c'est un scope, c'est un pourcentage, ils sont à 80% du scope, mais il y a des choses qu'ils ne font pas, voilà. J'ai pas dit que c'est des choses que vous utilisez, hein. Attention, hein. On n'a pas dit que vous utilisez tout le protocole la plupart du temps. Problématique de monitoring. Bon, qui n'a jamais mis un exporteur JMX sur son Kafka? Mais il y a aussi MSK qui vous fournit un autre type de monitoring. Si vous êtes sur Confluent, vous ne pourrez pas mettre votre JMX du coup, enfin vous passez par leurs API. Si vous êtes sur Red Panda, encore un autre bousin. Bref, on fait encore des trucs. Des structures de coûts, est-ce que vous faites gratuit? Est-ce que vous faites par cluster, par broker, par utilisation? Vous avez des problématiques de maturité aussi. Parce que quand vous avez Kafka, vous ne travaillez pas avec les mêmes genres de personnes. Il y a des gens qui découvrent Kafka. Il y a des gens qui sont expérimentés. Il y a des gros geeks aussi au milieu qui sont à fond et qui veulent utiliser la totalité du truc. Ou alors, très souvent, c'est un choix de tech qui vous a été imposé par votre DSI. On vous a dit maintenant il y a un Kafka. Et donc il faut utiliser ce Kafka. Vous ne savez pas pourquoi vous l'utilisez, mais vous l'utilisez et du coup vous l'utilisez mal. Donc là on ne sait pas, hein, c'est dans les trois en même temps. Hein, c'est-à-dire que là c'est pas une question, vraiment c'est pas la bonne tech, mais vous devez l'utiliser puisque un architecte légendaire placé très haut au-dessus de vous a dit qu'il fallait utiliser ça maintenant, vous ne savez pas pourquoi. Problématique d'opérationnel aussi, parce que pour faire du GitOps sur Kafka, vous pouvez le faire à la main, mais vous avez des trucs de l'outillage comme NS4 Kafka, yes, ça vient de Michelin, je travaille avec un des mecs qui a bossé dessus, Julien Chanot, ceux qui sont dans la salle, vous pouvez lui dire bonjour à travers moi, je lui dirai que vous l'avez dit, il va me le dire à la fin. Vous avez du JuliOps aussi, vous avez des software vendors, Confluent vous fournit des trucs, chaque provider de Kafka généralement vous fournit un moyen, donc il y a encore du choix. Bon, en gros, globalement, il y a des problèmes, et si vous vous rendez bien compte, tous ces problèmes ne sont pas vraiment liés à Kafka en lui-même, mais juste à comment est-ce qu'on le met en place dans les sociétés. Et ça, c'est juste pour dire un truc, c'est que Kafka en vanilla, si vous prenez un Kafka basique, c'est très limité en fait. Et c'est ce qui fait que le produit est génial en fait. C'est que ça fait un truc, un scope ultra minime. C'est un log distribué. Et à partir de ça, vous pouvez faire plein de trucs. Mais la problématique, c'est que quand on met en place dans des structures, dans des vraies entreprises, on a plein de limitations qu'on aimerait pouvoir combler. Donc, on va essayer de prendre une limitation aujourd'hui, qui est celle qu'on entend régulièrement, le concept de la multitenancy. Parce que c'est un truc qui a souvent été reproché à Kafka, de dire Kafka n'est pas multitenante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà revoir un peu ce que c'est la multitenancy. Parce que ce terme-là, qu'est-ce qu'il veut dire ? Alors, ce qui est bien, c'est qu'avant, je mettais plein de slides de Wikipédia. Maintenant, nous avons un nouvel outil qui remplace Wikipédia qui s'appelle ChatGPT. Donc, j'ai juste demandé à ChatGPT, qu'est-ce que la multitenancy? Il est arrivé en me disant, la multitenancy, c'est une architecture software dans laquelle il y a une seule instance d'application qui sert plusieurs clients qui sont connus comme des tenantes. Chaque tenante a ses données isolées et sa configuration aussi, mais partage la même infrastructure. Donc il faut faire attention quand même au niveau du design et de l'implémentation pour vérifier que les données sont proprement sécurisées et isolées entre les tenants. Ok. Globalement, on voit l'idée, mais on ne va pas très très loin, puisque dans la réalité, en gros, à quoi ça correspond? Alors globalement, pourquoi est-ce qu'on parle de multitenancy? C'est parce qu'on a des problématiques qu'on veut régler, et ces problématiques-là, c'est souvent les mêmes, c'est celles des larges entreprises, qui ont une maturité avancée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une question de dire je suis en train de mettre mon premier cluster Kafka et de l'utiliser, je suis en train d'en avoir un certain nombre, j'aimerais bien les partager, j'aimerais bien faire en sorte de limiter mes coûts. Et c'est souvent les coûts en fait qui reviennent dans la multitenancy, c'est j'en ai marre d'avoir 50, 100 clusters Kafka au sein de ma structure, il y en a sûrement certains qu'on peut partager, la seule chose qui m'intéresse c'est est-ce que je peux avoir plusieurs clients, au sens applicatif client, vous mettez ce que vous voulez, sur les mêmes clusters Kafka et les avoir de manière isolée. Donc en gros, votre question, quand on est sur la multitenancy, c'est une question de scale. Parce qu'en fait, le scale de votre société, le nombre de scale de cluster Kafka, de la manière dont vous l'utilisez, va vous forcer à adapter une tech unitaire qui est Kafka à de multiples agents dans votre compagnie.
Et c'est ça le problème, parce que comme on l'a vu, tous les problèmes qu'on a vus, c'est pas les problématiques de Kafka, c'est les problèmes d'implémentation, c'est les problématiques de choix de tooling autour de Kafka. Et du coup, on se retrouve à cette problématique de dire, je dois adapter mon Kafka, je dois adapter mon tooling, mais pour un seul cluster, je dois l'adapter à plein d'agents différents qui ont des besoins différents. Et ça, c'est un vrai problème. Donc si on revient à Kafka par rapport à ça, ok. Bon, ChatGPT nous a dit que c'est une architecture super, sauf que la plupart du temps aussi, on a ce fameux manager qui arrive et qui nous dit est-ce qu'on peut pas avoir la même chose que sur notre database? Vous savez, là où on a des schémas et des utilisateurs, c'est vachement bien parce qu'en fait, la base de données, on peut la partager entre plusieurs utilisateurs et moi, comme ça, j'en paye que une au lieu de 5. Parce qu'à la fin, on en revient toujours au même truc, hein, moi je vais en payer une au lieu de 5. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si on applique ce raisonnement en Kafka? Bon. Alors déjà, la question, c'est pas comment on le fait, mais pourquoi. Et une première question qui va se poser, c'est quoi un tenant dans Kafka? Parce que c'est bien de dire qu'on fait du multi-tenante, mais c'est quoi un tenant dans Kafka? Qu'est-ce que ça va représenter? Alors un tenante, sachez qu'il n'existe pas de solution, c'est moi qui vous apporte une réponse qui est la mienne, vous avez le droit de dire qu'elle n'est pas bonne, vous avez le droit de venir la contester après, mais c'est moi qui ai le micro, donc vous n'avez pas le choix. Tenante, c'est l'unité d'isolation la plus petite que vous voulez appliquer basée sur votre organisation. Ça, je le prends par rapport à la Conway, globalement. Votre software n'est que la représentation des organisations que vous appliquez. Donc du coup, un tenante, dans notre cas de cette conf, c'est la plus petite source d'isolation organisationnelle que vous voulez appliquer sur un Kafka. C'est-à-dire une entité de votre orga qui veut utiliser un Kafka et vous voulez que plusieurs entités parlent entre elles, ok ? Ça peut être une application, ça peut être un groupe d'utilisateurs, ça peut être une application et un groupe d'utilisateurs, ça peut être une BU, je m'en fiche, vous l'adaptez à votre use case, je laisse votre imagination partir. Alors maintenant, la question c'est l'isolation pour. Ok ? Bon, bien évidemment, la donnée. Ça c'est le premier truc que vous avez en tête, bien sûr vous voulez isoler votre donnée. Mais, si vous vous rappelez des problèmes, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, les contraintes. Par exemple, la rétention. Est-ce que tout le monde va avoir la même rétention selon votre besoin, selon votre tenante? Bah pas forcément. Practice enforcement, est-ce que vous voulez tous avoir les mêmes replications? Est-ce que vous voulez même avoir les mêmes replication factors? Est-ce que vous voulez avoir les mêmes ISR? Etc. etc. Tous ces trucs-là en fait vont aussi devoir être isolés par rapport à chacun de vos tenants. Et bien évidemment, essayer d'avoir une isolation pour gérer les coûts de manière propre, c'est-à-dire essayer d'avoir plusieurs mondes au même endroit. Alors, en gros, globalement, ce que vous voulez, c'est adapter et optimiser votre Kafka pour votre use case. Pour votre organisation, en l'occurrence. Et alors, je vais vous parler d'un use case qui est le nôtre, pour essayer, parce que je ne vous connais pas personnellement. J'aimerais tous vous connaître personnellement, sachez-le, hein, vraiment. Mais on n'a pas le temps pour ça. Du coup, je vais vous donner mon use case à moi que je vais vous présenter, qui est le cas du Conductor Playground. Alors, Conductor Playground, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est l'idée de base. À un moment, il y a notre CEO qui est venu nous voir dans notre équipe et qui a dit « Hey les gars, j'ai une super idée. Si on donnait un playground Kafka, donc c'est-à-dire un cluster Kafka, à chacun des clients de notre SaaS gratuitement. » Bon, alors, la première chose qu'on vous dit, c'est ça. Voilà, c'est qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Enfin, je veux dire, ça va être un problème, cette histoire. Bon, après, globalement, on s'est posé la question, parce qu'on travaille déjà sur la multitenancy, on s'est dit, en gros, globalement, qu'est-ce qu'on est en train de dire avec ce besoin? C'est dire, on a un SaaS, on a des utilisateurs qui se connectent, et en gros, pour chacun, ce qu'on veut, c'est leur fournir de la ressource Kafka. En gros, chaque client est un tenante. Ok? Donc, en gros, on reprend notre problématique de multitenancy. Donc, où est-ce qu'on commence? Voilà, la première chose qu'on a fait, c'est data isolation. Voilà. C'est la première qu'on s'est posée comme question, et on s'est dit, bon alors, comment on fait généralement pour améliorer la pratique de Kafka, et comment on pourrait faire de l'isolation de données? Bon, la première chose qu'on fait, ça dans toutes les sociétés, vous l'avez tous vécu normalement, on fait du training. C'est-à-dire qu'on fait de la doc, on dit aux gens, lisez la doc, normalement vous faites des trucs. Bon, alors nous on a un problème, c'est que nos clients, c'est-à-dire c'est des gens qu'on ne connaît pas ni d'Ève ni d'Adam, qui se connectent sur un site dans un SaaS. Si on leur demande de lire à peu près 8 pages de doc avant de lancer quelque chose, il va y avoir un problème. Et je pense qu'on risque d'avoir des gens qui font n'importe quoi. Donc, très bien, mais on ne peut pas. Ok, après il faut ramener de l'expérience. Une fois que vous avez votre expérience, vous adaptez généralement vos pratiques par rapport à ce que vous avez vu. Bon là c'est pareil, on revient à notre problème, on a des utilisateurs qu'on ne connaît pas, on ne peut pas leur appliquer. Documentation, on ne peut pas. Bon après on fait des conventions, ça on sait bien, c'est les conventions, vous connaissez ça, ces conventions, c'est les fameux... non mais regarde, toi tu t'appelles BU Toto, donc on veut tous tes topics, c'est Toto pour quelque chose. Et tout ce qui a Toto pour quelque chose, moi qui suis Tata pour quelque chose, je ne touche pas, ok? Vous l'avez tous fait ça, hein, on est tous d'accord. Hein. Ouais.
Ça a marché? Voilà. Il y a eu un bon gros nom, bien évidemment. Bon, alors en plus, imaginez, vous êtes à la limite dans des structures, c'est-à-dire que vous pouvez vous plaindre des managers dont le but c'est juste se taper entre eux et qui vont justifier leur salaire comme ça. Non, c'est faux, j'adore les managers. Mais par contre, moi j'ai des clients, c'est-à-dire que je peux pas aller voir mon client, lui taper dessus en disant, eh mec, on a dit que tu t'appelais Richard, pourquoi t'as pas appelé tous tes trucs Richard pour quelque chose? Donc il y a un problème. Bon, on peut pas leur appliquer. Bon, alors du coup, ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire des modifications par topic. Alors ça, on peut faire des trucs un peu bizarres, on peut mettre des headers, on peut mettre des trucs dans les messages qui feraient qu'on serait capable d'acquisser l'info. Bon. Comment expliquer à un client de dire qu'il va recevoir des infos qui ne sont pas les siennes, mais qu'il faut qu'il les file côté client? Dur à justifier. Bon, on peut pas faire ça. Bon, après, on pourrait faire un truc, je sais pas si vous connaissez, il y a des trucs qui s'appellent les custom partitionneurs. Ça pourrait être de s'amuser en fait à créer des partitions par utilisateur, et en fait on met un custom partitionneur, et comme ça, hop, chacun sa partition, hop, on s'arrange, etc. Bon, je sais pas si vous avez vu, la plupart du temps, les gens qui arrivent, quand ils font du Kafka, ils ont déjà du mal à lancer un consommateur. Leur expliquer qu'il faut faire un custom partitionneur et qu'il faut qu'ils disent une partition spécifique. Bon, imaginez déjà, vous avez du mal quand c'est votre orga, remet les managers, tout ça. Imaginez si c'est un client qui vient et qui se connecte sur votre site. Impossible. Bon, on peut utiliser les headers, on peut tenter de faire du GitOps. Ouais, pourquoi pas? On pourrait créer un cluster à la demande sur un truc un peu, etc. Et faire des multiples clusters chaque fois qu'un client qui vient. Bon, alors là, on l'a regardé, on a dit, mec, alors par contre, si on fait ça, on commence à avoir quelque chose comme 1000, 2000, 3000, 4000 utilisateurs. Enfin, moi, je veux bien, mais j'ai pas envie de passer ma vie sous coke, en fait. J'aime bien mon travail, mais pas à ce point-là. Donc on peut pas, c'est pas scalable. Ok, bon, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est au lieu de leur dire utilisez votre client à vous, on leur file un client. Genre, on fait une super librairie, on leur balance et on dit démerdez-vous avec ça. Bon, non. Ah, je suis sûr, j'ai vu des gens rigoler. Ça aussi, vous l'avez fait dans votre société. Ah oui, vous l'avez tenté, la librairie commune. Hein. Ouais. Alors, de un, ça marche pas. Et de deux, après, d'où dans notre cas, c'était encore pire, puisqu'on avait des clients qu'on connaissait pas. Du coup, on se retrouve avec la problématique des langages. Ok, on fait une lib, on l'a fait encore. On l'a fait en Java, on l'a fait en JS, on l'a fait en C#, on l'a fait. Enfin, dire, on maintient quoi? Combien de langages? Genre, c'est pas possible. On peut pas faire ça. Alors après, on s'est dit une question, ouais, ça serait vachement bien, ça, si vous ne connaissez pas, on pourrait faire une broker policy plugin. Sachez qu'il existe des plugins dans vos brokers que vous pouvez ajouter. Vous pouvez ajouter du comportement dans vos infra et vos brokers Kafka. Oui, c'est possible, ça existe. Sauf que c'est venu un problème derrière. Ça veut dire que globalement, vous étendez votre Kafka. Sauf que quand vous êtes chez Confluent, quand vous êtes chez MSK, quand vous êtes inséré ici provider de qui vous donne un Kafka, vous voyez aller voir le mec et lui dire mec, tu peux prendre ce jar s'il te plaît et le mettre dans mon instance? Non, c'est pour moi, t'inquiète, c'est vraiment pour moi. En plus, tu sais quoi, c'est pour limiter les coûts pour que je te paye moi. Bien sûr qu'il va vous dire non. Du coup, c'est une problématique qu'on a eue aussi, parce qu'on ne voulait pas gérer nos clusters, parce que justement, on avait une équipe ops réduite, et la problématique, c'est qu'on ne voulait pas gérer le cluster ou les clusters de notre système, et de rajouter de la charge à nos ops. Du coup, on allait passer chez Confluent. On ne pouvait pas se permettre de modifier uniquement le broker. Bon, alors du coup, la problématique, c'est quand on voit tous ces trucs-là, je suis sûr et certain que la plupart, c'est des choses que vous avez déjà essayées si vous êtes intéressé à la problématique de la multi-tenancy, ou au moins comment partager un cluster entre plusieurs tenantes. Et la plupart du temps, on se retrouve à s'ouvrir ce statu quo, puisqu'on n'a vraiment pas la main sur les clusters, on ne peut pas vraiment demander à nos clients de le faire, bref, on se retrouve dans quelque chose où on est en fait dans des solutions qui sont partiales et qui ne répondent pas à la totalité de notre problème. Bon alors, nous, on avait ce problème de se dire on veut quand même le faire notre produit. Et comme on est des gens très idiots, on s'est dit, ok, alors si on ne peut pas toucher aux humains, parce que les gens qui viennent utiliser notre truc, on ne peut pas leur demander de modifier quoi que ce soit. Ils doivent pouvoir utiliser du Kafka vanilla. Si on ne veut pas toucher le Kafka derrière, puisqu'il va être chez un provider, bon, est-ce qu'on ne rajouterait pas de la magie entre le client et le Kafka? Vous voyez où je veux en venir? Pourquoi? Tout simplement parce que, en gros, ça nous permettrait de rajouter des features que manque Kafka en se mettant au milieu. Et pour ça, en fait, tout simplement, on va juste interpréter le protocole Kafka. On va faire un proxy qui va interpréter le protocole Kafka. Pourquoi on peut le faire? Tout simplement parce que le Kafka protocole, il est sur la fondation Apache. Et du coup, la fondation Apache, le protocole, il est ultra bien documenté et il est stable. Il évolue, mais il évolue lentement. Et du coup, les verbes, ils sont souvent rétrocompatibles si vous regardez les versions de Kafka. Du coup, vous avez la capacité de dire, si je fais un proxy au milieu, en fait, le protocole d'échange,
il change pas assez pour que justement je sois capable de le suivre et d'être capable de moi réinterpréter le protocole. Bon, en gros, c'est facile. Il suffit de se mettre au milieu. Donc avant, vous aviez un client, il envoyait des données à un Kafka, et après il disait je veux consommer de la data, ok? Bon, bah, on va juste se mettre au milieu. En gros, c'est pas compliqué. Votre client, il envoie un hello, sauf qu'au lieu de l'envoyer au broker, bon, en gros, ça c'est comment ça se passe dans la vraie vie. Votre client, il envoie un message, il demande au broker, ok, où sont tous tes petits copains? Le broker lui répond en disant où sont tous les petits copains, et à partir de là, lui, il calcule en disant, c'est là où je vous disais qu'il y a de l'intelligence dans les clients. Lui, il dit, ok, en fait, voilà, du coup, là où je vais envoyer, c'est le broker 3, du coup, je lui envoie l'information, ok? Ça, c'est comment ça marche Kafka réellement, en niveau cluster metadata. Il y a d'autres choses derrière, mais concentrons là-dessus. Si je rajoute quelque chose au milieu, tout simplement, il suffit de dire, bon, ben, quand je reçois un hello, je renvoie un hello à mon cluster qu'il y a derrière. Le cluster, il me répond en disant, voici tous les brokers, et du coup, je renvoie l'information au client, ok? Bon, alors en faisant ça, on a un petit problème, c'est que notre client, en fait, il nous bypass sur le deuxième appel, puisque quand on lui a renvoyé les brokers directement. Bon, c'est pas très compliqué, hop, on va juste modifier en disant, bah en fait, quand tu m'envoies, quand lui me répond en disant c'est broker 1, broker 2, broker 3, bah moi je vais remplacer ça en disant, bah en fait c'est une gateway, une autre gateway, une autre gateway en fait finalement. Ok? Puis derrière, quand mon client il va regarder, il va dire ok, bah je l'envoie à la gateway, et du coup comme ça on se retrouve à avoir un truc qui en fait va recevoir les messages à la place de notre broker et qui va juste les passer au broker derrière. On a fait un proxy, alors on a fait un proxy Kafka. Hein. Si jamais vous regardez tous les proxys Kafka qui existent dans le monde, ils consistent à faire ça, hein, littéralement, hein, c'est que ça. Vous prenez les clusters, les metadata requests, vous modifiez les noms des brokers en mettant vous-même, et après vous transvasez les infos, c'est bon, c'est fini, c'est plié. Vous avez fait un proxy Kafka. Et je peux vous dire que quand vous le codez, ça vous prend à peu près 50 lignes de code, et après vous pouvez vous la péter en société en disant j'ai fait un proxy Kafka. Bon, ok, c'est bien, on a un truc au milieu, super, on est content. Ok, alors maintenant, à quoi ça va nous servir? Bah, simplement, c'est de dire, nous dans notre idée, c'est de dire, bah en fait, la multitenancy, c'est quoi dans notre cas, dans l'isolation de données? En fait, c'est juste filtrer la donnée basée sur un tenant. Donc basée sur un utilisateur qui se connecte. Donc en gros, globalement, c'est juste dire, quand j'ai de la donnée, je la filtre. Bon, est-ce que ça marche dans la vraie vie? Démo. Bon, la démo elle est assez simple. J'ai lancé en local un zookeeper, un Kafka avec 2 brokers, et j'ai lancé un proxy. Ok? Ce proxy ici, je vais lancer des commandes sous le tenant de François, donc je me connecte en tant que François. Vous voyez ici, François contrepartie. Ici, je vais me connecter en tant que Florent. Ok? Donc d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais lister les topics. C'est bon, vous arrivez à voir, c'est assez gros. Ouais, c'est même presque un poil trop gros en vrai. Donc vous voyez qu'à gauche et à droite, François et Florent n'ont pas de topic. Ça vient juste d'être créé, il n'y a pas de problème, hein, je ne mens pas, il n'y a pas de blague. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un topic pour François qui va s'appeler test. Ok? François voit le topic test, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand je suis Florent, il n'y a pas de topic. On voit rien. Et si je refais un topic test, lui aussi il a pu créer un topic test. Ok? Bon, en gros, on voit que là, on a réussi à avoir 2 fois le même topic par utilisateur, sauf qu'en fait, dans la réalité, chacun ne voit que ce qu'il correspond. Bon, alors, pour bien vérifier que ça marche, on va faire des consommations quand même. Ok, donc là, je me suis mis en consommation des 2 côtés. En haut, je me connecte en tant que François et je vais faire de la consommation, je vais faire de la production sur François. Vous voyez qu'il est ici. Du coup, je dis coucou. Ça va? Vous voyez bien que ça n'arrive que à droite. Enfin, que à gauche, excusez-moi. Je suis connecté en tant que François et je vais refaire la même chose côté Florent. Ça va, Volcamp? Donc on voit qu'il arrive à droite. Ok? On est sur un basique de multitenancy et là on a fait de la data isolation. En gros, on a des topics qui sont par utilisateur qui nous permettent de cacher de la donnée, de faire en sorte que mes utilisateurs voient chacun uniquement ce qui les concerne et tout ça en utilisant le même cluster derrière. Tout ça juste en fait, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis au milieu et on a dit t'inquiète pas, regarde, il n'y a rien. Bon, ok, alors, ça c'est rigolo. Mais est-ce que ça marche à scale? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Parce que la réalité, c'est un Kafka, on le prend généralement parce qu'on veut que ça bouille un peu. Le but, c'est pas que ça tienne juste quelques requêtes. Bon,
Alors la seule chose que je peux vous dire, c'est que globalement, j'ai des cas chez les clients que je ne peux pas vous donner, mais ce que je peux vous dire, c'est que le conducteur Playground qu'on a mis, il tient 4000 tenants actuellement, et il fait tourner ça sur un single cluster Confluent. Donc globalement, c'est exactement ce que je vous ai présenté, c'est on se retrouve à avoir des tenantes qui ont des applications, donc on leur demande de ne pas faire tourner des choses de prod dessus quand même, hein, parce que c'est un playground de test, hein, le but c'est pas de leur faire de la maintenance de trucs de prod, c'est qu'on le fait un truc gratos quand même. Mais on a chacun de nos clients qui vient et qui des fois lance des applications, etc. Et nous on a mis nos proxys au milieu, qui derrière tapent un Kafka cluster qui est chez Confluent, et en fait on fait tourner nos 4000 clients de manière isolée, voire plus, parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui se connecte, on lui en crée un, et il ne voit pas les topics des autres. Il ne voit pas les topics des autres, il ne voit pas les données des autres, il ne voit pas les consumer groups des autres. Bref, en gros, on a fait des filtres un peu partout dans tous les trucs du protocole pour dire, quand tu t'appelles A, tu ne vois que ce qui te concerne. Bon alors, ça c'est bien, du coup, je vous ai montré l'histoire de la multitenancy. Bon, en gros, ça veut dire, ce qu'il y a sous-jacent, c'est, on l'a codé de nous, hein, ça veut donc dire que vous pouvez le faire. Vous pouvez nous appeler pour nous filer du bif et qu'on le fasse pour vous, ça c'est un autre problème. Mais bref, c'est faisable. Mais en gros, déjà la question c'est, est-ce qu'on a été les seuls cons à le faire? La réponse est non. On n'a absolument pas été les premiers à faire ça, il y a plein d'autres gens qui ont s'amusé à faire des proxys dans leur vie. Il y a GrepLab qui avait fait un proxy Kafka, Envoy aussi en a un, DatJudge, LevenHub for Kafka, si vous êtes sur Amazon. Globalement c'est exactement la même chose, hein, c'est un proxy Kafka en fait. Hein. Et très récent, mais qui est vraiment très proche de ce qu'on a fait chez nous, Proxy Issues, qui est un proxy open source qui a été fait par des gens de chez Red Hat initialement et qui a été open sourcé, qui a un plugin multitenant qui fait globalement la même chose que ce qu'on a fait, c'est-à-dire en fait on se met au milieu, on intercepte le protocole et on fait des filtres. Bon, la seule chose que je peux vous dire en petit warning, c'est que si vous êtes motivé à le faire, faites-le. C'est pas dur dans l'absolu. Ça prend quand même un peu de temps et un peu de connaissance du protocole. Hein. C'est-à-dire que la première fois, je ne sais pas si vous avez déjà vu le protocole, mais le protocole, hein, c'est Kafka Protocol. Hein. Ah, c'est des trucs qui ressemblent à ça, hein, le Kafka Protocol. Hein, bon. Donc la première fois où vous tombez dedans, on fait voilà, par exemple un describe, voilà, c'est le genre de choses qu'il faut manipuler. C'est du binaire qui ressemble à ça, quoi, sous le capot. Donc la première fois qu'on se met dedans, c'est un peu particulier. Donc c'est pas si facile de coder la multitenancy, mais avec un peu d'acharnement, ça se fait. Bon, et surtout la vraie question, c'est maintenant qu'on est dans le protocole, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, on avait dit que la multitenancy, c'était pas seulement que les données, parce que les données, c'est une phase de l'iceberg, mais il y a aussi tout ce qui est contraintes, practice enforcement, etc. Bon, le coup, bien sûr, le fait de partager un cluster, ça rend ça un peu obvious. Bah, typiquement, les contraintes, qu'est-ce que ça veut dire appliquer des contraintes? Bah, en fait, c'est appliquer des règles sur les messages Kafka. Par exemple, des create topic policy, c'est-à-dire que dans votre organisation, vous voulez qu'il y ait une naming convention, vous voulez éviter que le nombre de partitions augmente, par exemple de dire quand vous êtes dans une BU, vous voulez pas que les topics aient plus de 10 partitions maximum, par exemple. Quand vous faites d'avoir le min ISR qui soit seté, le replication factor qui n'explose pas, etc., etc. La rétention, si j'avais oublié. Bref, vous pouvez avoir plein de trucs. Pareil pour l'alter topic, pareil pour la production, les check production. Voilà, hein. Vous pouvez vérifier les acknowledge, vous pouvez vérifier les headers, vous pouvez vérifier de la compression, vous pouvez vérifier les schémas. Bref, tout ça, en fait, le truc, c'est que c'est dans le message Kafka. Du coup, si vous vous mettez au milieu, vous avez accès à toutes ces informations. Vous pouvez faire des choses. Pareil pour la consommation, vous pouvez limiter les clients, etc. Et donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, pour vous montrer que c'est pas non plus si compliqué. On va juste faire un assert de message, ok? Donc ça, c'est un truc qu'on a codé, que j'ai codé un petit peu à l'avance, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ne vous préoccupez pas de comment on intercepte, focussez-vous. Là, on est sur la partie où on a intercepté un message. C'est-à-dire que j'intercepte des produce requests. Donc là, j'intercepte tout ce qui est production de messages dans Kafka. Donc c'est la requête de production qui arrive. Je me retrouve avec une fonction qui a un produce request et un truc dont on se fout pour le moment, qui est un truc qui est interne par rapport à la solution que j'ai utilisée. Et là, je vais mettre une règle qui est une règle, je ne sais pas si vous la connaissez, parce qu'elle est très commune celle-là. C'est les ISR, c'est les acknowledge. C'est savoir combien vous voulez de leaders vous avez répondu avant que vous validiez la production d'un message. Généralement, on est d'accord que quand vous avez des données critiques, vous voulez que tous les leaders vous aient répondu, pour dire on est bien sûr qu'on a la donnée. Qui se rappelle qu'avant Kafka 3, la valeur par défaut, c'était pas all. Ah, il y en a un qui a levé la main, il y en a un qui a eu un problème de prod avec ça.
Bon, pas qu'à mon avis, il y en a eu un bon paquet. Parce que oui, en fait, si vous regardez le protocole, par défaut, jusqu'à Kafka 3, en fait, l'acknowledge n'était pas seté à all, il était seté à 1. Il suffisait qu'un leader ait répondu pour que ça réponde OK. Bon, bah ça c'est quand même un problème parce que tout le monde n'est pas en Kafka 3 dans sa vie. Hein. Il y a encore des gens en Kafka 2. Du coup, si on pouvait se mettre au milieu et dire qu'on veut intercepter et empêcher les gens qui produisent sans mettre le fait qu'il y a un acknowledge all. Donc c'est ce que je fais là, en gros, j'ai une produce request. Dans la produce request, si on regarde le protocole, en fait, hop, produce request. Alors attendez, je vais remonter ici, hop, les API key, produce. Si on regarde la produce request qui est dans le protocole, on voit qu'il y a un champ qui s'appelle axe, qui en fait est la représentation de ce truc-là. Et si on va regarder axe, c'est le nom de l'acknowledgement, ce qui dit 0, pas d'acknowledgement, on s'en fout. 1, c'est pour uniquement le leader qui l'a reçu, et -1, c'est pour le full ISR, donc pour le acknowledge all. Ok. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on doit checker dans notre product request, c'est dire, s'il y a un petit malin qui a oublié de me setter ça et qui ne l'a pas mis à -1, je vais lui cracher à la gueule en lui disant bonjour, il y a un problème, les produce requests need to hack to all ISR. Voilà, ok. Pratique. Truc basique. Bon, est-ce que ça marche ce truc? Alors déjà, je vais couper mon autre test. Donc là, normalement, je coupe des trucs. Ok. Donc, je lance mon proxy. Mon proxy, hop, il est là. Je lance en local. C'est mon code qui va tourner. Ok, c'est en train de tourner. Maintenant, je vais créer un topic. Donc, j'ai créé un topic qui s'appelle Devox. Excusez-moi, un Volcamp, j'ai pas changé ce truc-là. Et à droite, j'ai mis un consommateur, ok. Donc là, je lis à droite. Première chose que je vais faire, c'est que je vais envoyer un truc qui dit hack only to leader. Donc en fait, je vais faire un produce sur mon topic test. D'ailleurs, oui, en plus, j'aurais dû mettre Devox, mais c'est pas grave. Sur localhost sur mon proxy, et en fait la produce property, je vais dire acknowledge égale à 1, parce que je suis un bon client, je suis en Kafka 3 sur ma machine, ok. Je me suis envoyé bouler, ça c'est cool, et surtout ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde ici, vous voyez que le message d'erreur qui a été renvoyé, c'est celui qui a été généré par ma gateway, c'est-à-dire qu'en fait j'ai donné de la valeur, j'ai donné une valeur qui est logique pour que j'en prenne à mes utilisateurs. Pourquoi est-ce que j'ai bloqué le message? Dans notre cas, le ACK est invalide, ça devrait être -1. Bon, bien sûr, votre utilisateur ne comprendra pas, il mettra -1, mais si vous avez un bon citizen, un utilisateur qui est un bon citizen, normalement, il devrait vous appeler pour demander « je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'il me demande -1 ?» Et là, vous pourrez donc lui expliquer toute cette logique de l'acknowledge par rapport à des leaders. Donc là, si je suis un good citizen, ok, j'envoie un ACK to all, très bien. Donc là, on voit que ça a bien été reçu. Mais le message, il a un peu changé. Bon, le message, il a un petit peu changé, parce que en fait, c'est juste un moyen de montrer aussi un autre truc. Hop. C'est qu'en fait, j'ai enregistré un autre intercepteur sur aussi la production. La seule différence, c'est que lui, il s'amuse aussi à modifier la valeur du message. C'est juste pour vous montrer un truc, c'est que on peut travailler sur de la metadata, mais on peut aussi travailler sur les valeurs du message. C'est-à-dire que du moment où on a... Le gros avantage avec Kafka, c'est que lui ne prend que de la donnée en binaire. Donc en fait, après, c'est à vous de faire le travail d'interprétation de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en vrai, bah, c'est de la valeur binaire. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec. Vous pouvez transformer les messages si vous avez envie. Alors, globalement, une fois qu'on a fait ça, on peut voir tous les trucs qu'on peut débloquer avec ça. Donc, en contrainte de sécurité, on peut venir ajouter des airbags custom. On peut venir ajouter des airbags qui sont autre chose que les ACL Kafka. Les ACL Kafka, elles sont très bien, elles ont juste un petit problème, c'est qu'elles sont liées au modèle Kafka. Et appliquer votre modèle dessus, c'est parfois compliqué. Donc, typiquement, nous, c'est quelque chose qu'on a développé en interne. On a fait un intercepteur pour venir appliquer nos règles de sécurité logique métier en interception des messages pour être sûr de ce qu'on fait, avoir quelque chose qui correspond plus à notre métier. Problématique d'encryption, on a modifié les messages. Bah, du coup, si on modifie les messages, si on sait ce qu'il faut encrypter au milieu du message, parce que ça serait un donné, je sais pas, par exemple, vous auriez un schéma registry, ça serait du JSON. Bon, bah, on sait qu'il y a des champs qu'on peut encrypter. C'est juste aller interpréter le message, lire, on encrypte, on envoie, on n'en parle plus. Ça fait qu'en fait, vous vous retrouvez avec un truc au milieu qui va automatiquement encrypter des parts de messages que vous envoyez à Confluent, par exemple. Je sais pas, si vous voulez envoyer des données un peu confidentielles. Vous savez, ces trucs où généralement on se pose des questions. On peut faire du data masking aussi. Du coup, on peut avoir des données qui arrivent, qui sont dans un topic, et pour certains clients, dire en fait, il y a des champs qu'on veut cacher, parce qu'il y a des données confidentielles. Votre BU n'est pas censé les avoir. Vous n'êtes pas censé avoir
Je sais pas, si vous mettez des numéros de sécu par exemple, vous n'êtes pas censé pouvoir les lire. Voilà. On peut faire de l'audit aussi du coup, bien évidemment. Hein, le premier truc qu'on fait généralement dès qu'on a accès aux intercepteurs, c'est on log tout. Dès que quelqu'un fait quelque chose, on le log quelque part en disant telle personne a fait telle chose. On peut enforcer des best practices, comme on a vu, il y avait du safeguard, donc là on l'a fait juste sur la production, mais en vrai vous pouvez imaginer un peu ce que vous voulez. Dès que ça passe dans Kafka, dès que c'est quelque chose que vous pouvez lire, vous pouvez valider des headers, vous pouvez valider des champs, vous pouvez valider un peu ce que vous voulez. Transformation, vous pouvez valider. Vous pouvez faire du chaos aussi. Un des trucs, ça c'est un truc qui est assez marrant à faire. Globalement, vous savez tous que Kafka ça peut planter. Qui a déjà fait planter son Kafka pour réussir à valider un test? Alors moi je le fais, hein, j'ai fait des trucs de débit dedans, hein, mais on est beaucoup à l'avoir tenté. Le gros avantage quand vous avez ça, c'est que vous êtes dans le protocole, vous êtes capable de simuler des fautes qui sont très dures à simuler, genre par exemple des leaders qui ne sont pas synchronisés. Parce qu'en fait vous avez de l'information, vous avez le message du protocole qui vous permet de répondre comme ça, c'est juste que le simuler dans la vraie vie c'est infernal. Alors que là, vous avez des cas où vous pouvez dire un message sur 3, je vais envoyer un leader is not sync, je ne sais plus lequel c'est de message qui est infaisable en général. Ça vous évite d'essayer de péter votre cluster pour rien. Clean check pattern aussi, vous vous rappelez ce fameux truc que tout le monde a fait d'envoyer des messages de plus de 1 méga dans le système. Vous connaissez ce fameux pattern qui consiste à dire ce que je ne peux pas envoyer dans Kafka, je l'envoie dans un blob storage et j'envoie la référence du fichier dans Kafka. Du coup on peut le faire, parce qu'en fait il suffit juste que la gateway elle récupère juste un truc de 1 méga, enfin de 1 giga, elle l'envoie dans S3 et ce qu'elle récupère après elle le met dans Kafka. On peut le faire de manière transparente. Bon, j'ai pas dit qu'il fallait forcément le faire par contre. Optimisation de coût, du coup on peut faire des virtual clusters, donc de la multi-tenancy, ça aide vachement, mais on peut faire plein d'autres choses, on peut faire du cache. Pour éviter d'aller lire 40 fois dans le cluster Confluent et de niquer votre réseau, vous savez qu'il y a un topic qui est lu par je sais pas combien de personnes, du coup vous le mettez en cache. On peut faire de la concentration de partitions, c'est-à-dire en fait faire croire qu'il y a beaucoup plus de partitions que nécessaire en fait à un client. Parce que la réalité c'est que votre client il vous en demande 100, dans la réalité lui il en utilise 10. Donc en fait vous pouvez lui en faire croire qu'il y en a 100 en faisant des manipulations de partitions, en cachant un peu tout ça. Bon, en gros, globalement, ce qui est intéressant, c'est que quand vous vous mettez au milieu, ça vous donne un accès entre les deux qui vous permet d'enforcer ce que vous avez envie par rapport à vos clients et ça vous permet surtout d'adapter votre Kafka à chacun de vos tenantes. C'est surtout ça qui est important et surtout ça que je voulais vous démontrer dans le système, c'est que Kafka, la multi-tenancy, c'est qu'il y a une face émergée de l'iceberg. Ce qui est important, c'est de se dire que vous voulez adapter votre Kafka à chacun de vos besoins organisationnels et si vous pouvez le faire sur vos clients, tant mieux. Si vous pouvez le faire sur vos brokers, tant mieux. Dans la majorité des cas, on sait que c'est pas le cas et la seule solution que nous on a trouvée, c'est de se mettre au milieu. Bon alors en plus en bonus, est-ce qu'on peut régler des problématiques Kafka? Oui. Multiple team, on peut faire des clusters virtualisés. Des environnements, on peut faire des clusters virtualisés. Les clients, on peut faire du safeguard pour éviter que vos clients fassent n'importe quoi selon les différentes implémentations. On a eu un exemple il n'y a pas longtemps avec les clients Python. Qui en Python qu'on est magnifique des fois retard quant au message. Sachez par exemple que le Python client de base fait des connexions authentification avec le protocole en version 0 alors que c'est la version depuis à peu près 4 ans. Voilà, on a eu ça il n'y a pas longtemps, c'était une grande découverte. Vous pouvez gérer les problématiques de requirements sur les équipes en rajoutant du cache, de l'encryption, des cold storage, bref, il y a plein de trucs. Security scheme, en gros, vous mettez un security plane. Je vous les passe parce qu'au bout d'un moment, on s'en fiche. Ce qui est important, vous, ce qui vous intéresse, c'est le TLDR, ok? Donc, le TLDR Kafka, c'est super bien, mais c'est super simple. C'est super con comme truc. Donc la problématique avec Kafka, quand vous le faites à scale, c'est que vous voulez plus que ce que Kafka a à vous offrir. Et pour ça, il n'y a pas le choix, il faut du tooling. Parce que par exemple, vous voulez aussi rajouter du lineage, de la discoverability, de la réduction de coûts, la gestion d'ownership qui n'est pas faite par Kafka naturellement. Bref, vous avez plein d'autres trucs que vous voulez rajouter. Parce que vous avez besoin d'adapter ce Kafka. Et alors la seule manière de rentrer dans ce monde, c'est ce qu'on appelle le monde du data mesh. Et le monde du data mesh, c'est basiquement en fait de rajouter plein de lois, plein de pratiques et plein de tooling autour de votre outil qui est Kafka. Et donc en gros, le seul moyen de faire ça, c'est de venir rajouter votre set de solutions pour venir adapter. C'est le seul moyen que vous aurez de pouvoir gérer votre multi-tenancy. C'est d'adapter que, en fait, c'est pas une solution miracle de juste stocker de la donnée, c'est que la multi-tenancy, ça va chercher plus loin que de splitter la donnée, que de faire de la naming convention. C'est de dire, vous voulez adapter votre système. Et donc, il faut que vous adaptiez vos Kafka pour chacune de vos practices et que pour ça, vous utilisez pour chacun un tooling différent et un tooling adapté. C'est quelque chose qui va vous prendre du temps, de l'énergie.
Et nous, on conseille la plupart du temps de faire de vous mettre au milieu avec un proxy. Voilà. Parce que nous, on pense que c'est la meilleure solution. C'est notre opinion. Vous avez le droit de nous dire que nous avons tort. Vous avez le droit de nous donner plein d'exemples, de contre-exemples. On est très friands des contre-exemples. Si jamais vous voulez jouer avec une gateway pour éviter de vous prendre la tête, en gros, on a open sourcé une gateway qu'on a mis sous le repo de Conductor, qui est en gros le truc que j'utilise ici. En gros, ces trucs-là sont faits avec notre gateway open source. C'est pas une version de prod ready, mais ça vous permet au moins de faire des premiers tests, d'essayer d'implémenter des intercepteurs, de voir si vous trouvez une logique et que ça pourrait convenir à vos besoins, de le runner sur un test ou deux, et après, soit vous faites votre propre gateway, soit utilisez Proxy Issues, soit vous nous appelez, et s'il vous plaît, appelez-nous, parce qu'on a besoin d'argent dans mon équipe, en fait, en vrai, donc voilà. Je vous remercie beaucoup. Je m'appelle François Téchenet, je travaille pour Conductor, je travaille sur la gateway de chez Conductor, et j'espère que vous aurez appris aujourd'hui que la multitenancy, ce n'est pas seulement que l'isolation de data, et que vous êtes voués à faire beaucoup de tooling autour de votre Kafka quand vous voudrez en faire. Merci à tous. Et est-ce qu'il y a des questions ? Alors le projet open source n'a pas les fonctionnalités que j'ai présentées. Le projet open source c'est juste là pour montrer comment est-ce qu'une gateway elle marche et et de pouvoir faire des intercepteurs pour pouvoir les coder et les tester. Après nos intercepteurs en fait nous derrière ils sont enterprise donc après il faut passer sur la version enterprise qui a plus de fonctionnalités. Mais le but de l'open source c'est pas d'être exécuté. Si vous voulez vraiment de l'open source utilisez Proxy Issues. C'est vraiment juste pour tester que, en gros, déjà une gateway ça marche dans votre environnement et que ça fait les choses que vous voudriez pouvoir faire. Et pouvoir jouer aussi à intercepter des requêtes parce que je dois vous avouer que quand on veut faire un proxy et faire un fil, ce qu'on veut jouer c'est d'intercepter une requête et pas de faire la stack TCP qui fait tout le barda d'envoyer derrière quoi. Pas d'autres questions? Soit j'ai été très clair, soit j'ai été très chiant, dans tous les cas ça me va. Merci beaucoup pour la presse, c'était top. Juste une question sur la partie proxy, il faut quelque chose de stable, du coup, qui tienne bien, parce que c'est ton single point of failure, le cas échéant. Alors oui, alors nous on a... Alors c'est pas dans la version open source aussi, mais on a fait un modèle, en fait on a fait des choix dessus, on a fait un choix de découpler la scalabilité des brokers par rapport à la nôtre, donc nous on est indépendant en scalabilité, c'est-à-dire qu'on peut avoir 2 gateways pour 10 brokers, comme on peut aussi avoir 200 gateways pour seulement 5 brokers. Et on répartit la charge directement là-dessus, comme ça, en fait, en faisant du round robin dessus. En fait, chaque gateway peut parler avec tous les brokers, et du coup, derrière, en retour, on s'arrange pour que la charge soit répartie entre tous les gateways. Donc c'est pas si simple que ça. Ah non, non, alors, c'est simple dans le concept de base, les optimisations sont toujours galériennes. Ouais. Après, avec un load balancer, ça marche aussi très bien. Hein. Ok, j'ai entendu les autres applaudir, du coup, bonne présentation suivante à tous, à ceux qui restent, c'est une bonne reste de conf.